Un concours pour redessiner nos billets en euros. À première vue, on pourrait penser que c'est juste une mise à jour. Voilà. Esthétique, sécurité. C'est ce que dit la Banque Centrale Européenne. Mais quand on creuse un peu les documents, on se demande s'il n'y a pas quelque chose de plus vaste derrière tout ça. Ah oui, tout à fait. Cette opération, elle pose des questions assez intéressantes sur ce qui va se passer avec l'argent liquide. Est-ce que c'est juste un coup de peinture? Ou est-ce qu'on est face à une stratégie, plus globale sur le cash, notre épargne? Alors, regardons ça du plus près. D'accord. Commençons peut-être par ce que les sources appellent le paradoxe du billet de banque. C'est assez frappant. En gros, on utilise moins les espèces pour payer nos achats tous les jours. Oui, Mais en même temps, la quantité d'euros qui circule, elle a été multipliée par 6. 6 fois plus depuis 2002. Ça paraît fou, non? c'est ça, c'est très contre-intuitif. Et les chiffres de la Banque de France le confirment bien. Apparemment, seuls 20% de ces billets serviraient vraiment pour les paiements courants. Ah mais seulement 20%. Oui, et les 80% qui restent, ils sont thésaurisés, mis de côté, comme une réserve de valeur. Et attention, une grosse partie de cette somme, peut-être 40% du total, ne serait même pas physiquement dans la zone euro. D'accord. Donc le cash, en fait, son rôle principal a complètement changé. C'est moins un outil pour payer qu'une sorte d'épargne, souvent hors du système bancaire, j'imagine. Exactement. Et du coup, la question devient, pourquoi on se lance dans une refonte coûteuse d'un outil dont l'usage numéro 1, c'est la conservation? C'est là, justement, qu'un parallèle historique que nos sources mentionnent devient assez parlant. C'est ce qui s'est passé en Inde en 2016. Le gouvernement a démonétisé de manière très brutale les grosses coupures. Ça représentait, tenez-vous bien, 86% de l'argent liquide en circulation. Ah oui, 86%. C'était radical comme mesure. Hmm. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment comparer? Le contexte en Europe est quand même très différent, non? Bien sûr, le contexte est différent, mais la méthode utilisée là-bas est intéressante à analyser. Le délai pour échanger les billets était hyper court. Il y avait des files d'attente monstres, des limites pour retirer de l'argent. Résultat, beaucoup de gens ont été forcés de déposer leur argent à la banque. D'accord, je vois. Et l'objectif derrière, et le résultat d'ailleurs, ça a été une bancarisation très rapide et surtout un énorme coup d'accélérateur pour les paiements numériques, qui sont évidemment beaucoup plus traçables. Alors attention, ce n'est pas une prédiction pour l'Europe, mais les sources présentent ça comme un précédent marquant. Un cas d'école, si vous voulez, sur comment on peut réduire la place du cash physique. C'est une perspective intéressante, surtout quand on voit qu'au même moment, la BCE avance sur 2 projets en parallèle. D'un côté, cette refonte des billets, et de l'autre, le projet d'euro numérique. Officiellement, on nous dit que c'est complémentaire. Oui, complémentaire, c'est le mot officiel. Mais les documents qu'on a analysés suggèrent quand même une coordination assez stratégique. Ce sont les mêmes dirigeants à la BCE qui supervisent les 2 dossiers. Du coup, certains analystes y voient un peu les débuts d'une sorte de tenaille monétaire. Une tenaille monétaire. Oui, l'idée, ce serait d'un côté, on modernise, ou peut-être on prépare le retrait progressif des billets physiques, et de l'autre, on développe activement l'alternative numérique. Alors, parlons-en de cet euro numérique. La promesse, c'est une confidentialité similaire aux espèces, surtout avec un mode hors ligne. Qu'est-ce qu'en disent les sources concrètement? Ce mode hors ligne, il existera sûrement, oui, mais probablement avec des limites, pour les petits montants seulement. Pour tout le reste, les transactions en ligne, elles, ne seraient pas anonymes comme du cash, elles seraient pseudonymisées. D'accord. Et il y a aussi cette petite nuance de langage qui est intéressante. La BCE dit non à la monnaie programmable, mais oui au paiement conditionnel. Quelle est la différence en pratique? Ah, ça c'est une distinction très importante, bien soulignée dans l'analyse. Quand ils disent pas de monnaie programmable, ça suggère que la BCE ne va pas nous dire « vous ne pouvez dépenser que pour ça ou ça ». Mais les paiements conditionnels, ça veut dire que l'infrastructure technique, elle, pourrait permettre de mettre en place des règles. Des règles. Comme quoi? Des limites de dépenses, des autorisations spécifiques, peut-être même l'automatisation de certaines collectes comme les impôts, qui sait. Même si la BCE dit qu'elle ne l'utilisera pas comme ça, la capacité technique serait là, intégrée. Et il faut ajouter à ça le fameux paquet monnaie unique de juin 2023. C'est important parce que ce cadre légal, il met sur un pied d'égalité le cours légal des espèces et celui de l'euro numérique. Donc, une seule loi pour les deux.
Exactement. Imaginez une autoroute avec deux voies. L'ancienne, le cash, et la nouvelle, le numérique, régie par le même code de la route. Ça pourrait rendre plus facile, légalement, plus tard d'imposer des limitations de vitesse, voire de fermer des bretelles sur l'ancienne voie, si vous voyez ce que je veux dire. Billets, ça va être crucial, très révélateur. D'ailleurs, les sources comparent avec d'autres pays, comme la Suisse, où on peut échanger les vieux billets sans limite de temps, ou la Norvège, où ils avaient laissé 10 ans. Tout à fait. Ces exemples montrent qu'une transition douce, basée sur la confiance, c'est possible. Si on choisit une méthode plus rapide, plus contraignante, un peu comme l'évoquait le parallèle indien, ce serait un signal très différent sur la relation entre l'État et les citoyens. Est-ce qu'on privilégie la confiance ou plutôt le contrôle et la traçabilité? Ce qui nous ramène à la question de fond, finalement. Oui, exactement. À travers toutes ces initiatives, refonte des billets, euro numérique, cadre légal, on voit se dessiner potentiellement une réduction assez nette de l'anonymat financier. Donc la question fondamentale que cette analyse soulève, c'est collectivement quel équilibre on veut trouver entre la commodité que promet le numérique et la préservation d'une certaine sphère de confidentialité pour nos finances. Est-ce que cette transparence de plus en plus grande de nos transactions, c'est une évolution inévitable qu'il faut accepter, ou est-ce que c'est un vrai choix de société qu'on doit faire? Voilà une réflexion essentielle à avoir. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.